Europe. Europe 1. 8h17 et ce matin, Patrick Cohen, vous recevez l'ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande. Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Amère victoire, titre Le Figaro à propos de l'Allemagne et d'Angela Merkel qui devra sans doute gouverner avec les libéraux et non plus avec les sociodémocrates. Qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce que ça peut changer dans les projets entre Paris et Berlin ? Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais ça montre une chose. C'est qu'en Allemagne, comme en France, comme dans beaucoup d'autres pays, l'idéal européen est difficile à partager. Est difficile à faire partager largement par les habitants ou les citoyens de chacun de nos pays. Et pourtant, il faut le faire. Et pourtant, Angela Merkel a certainement cette volonté de continuer, d'accentuer, d'approfondir, de même que, objectivement, Emmanuel Macron l'a. Donc je ne souhaite qu'une chose, c'est que ce dialogue puisse continuer, que ce dialogue puisse s'approfondir et que ça puisse enfin déboucher sur du concret. Mais avec les libéraux qui ne veulent pas entendre parler d'un budget de la zone euro, c'est mal parti. Oui, mais il n'y a pas que la question de faire un budget de la zone euro. Je veux dire, ça sont des mots. C'est pourquoi faire, dans quelles conditions, à l'appui de quoi. Si c'est pour appuyer, par exemple, des projets industriels, de grands projets industriels qui soient communs à la France et à l'Allemagne ou d'une manière générale à l'Europe, ça c'est bon pour tout le monde et c'est concret. Ça se verra, ça créera des emplois, ça créera de la richesse, ça créera une Europe forte dans le monde. Et ça, nous en avons besoin. En France, Michel Sapin, le budget 2018 sera présenté mercredi. On en connaît les grandes lignes, la trajectoire, les 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État. Pensez toujours que c'est un budget de droite ? Il faut éviter d'avoir des termes aussi catégoriques, parce qu'au fond... C'est vous qui l'avez employé cette expression il y a quelques semaines. Ça peut être un compliment. Je pense que, par exemple, le ministre de l'économie et des finances, pour lequel j'ai beaucoup de respect... Bruno Le Maire. Et même un peu de... comment dire, je ne veux pas dire de l'amitié, ce serait trop, mais bon, je respecte beaucoup. Il vient d'adhérer à En Marche, et il dit « je suis de droite ». Donc pour lui, ça n'est évidemment pas une injure que de dire que ce budget est très marqué par des mesures que l'on qualifierait, dans notre kaléidoscope politique, de droite. Par exemple, c'est quoi un budget de droite ? Je prends juste un exemple. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce budget du point de vue fiscal? Parce qu'au fond, il n'y a que dans le domaine fiscal, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et puis ses conséquences, parce qu'il faut bien faire des économies. Ce qui est nouveau, ce n'est pas des mesures en faveur des entreprises. Il n'y en a pas. Au contraire, il y a plutôt une mesure négative. Les autres ont déjà été votées par la précédente majorité, c'est l'application. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles pour les ménages en termes d'impôt sur le revenu? Non, pas véritablement, s'agissant des salariés, je veux dire par là. Parce que les mesures sont aussi des mesures qui ont déjà été votées. Les seuls éléments nouveaux, en dehors de la taxe d'habitation, pour y revenir, qui peut bénéficier à tout le monde... 17 millions de foyers concernés. Absolument, 17 millions. Ça fait 3 milliards pour 17 millions. Vous faites la différence. On doit être à 160 et quelques euros par ménage. Et comme vous le savez, par ailleurs, il y a une augmentation de l'essence et du tabac pour 2 à 3 milliards. Donc, au bout du compte, ces 3 milliards-là sont annulés. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est 3,5 milliards de baisse de l'impôt sur la fortune par suppression de tout paiement d'impôt sur la fortune, sur les fortunes financières, c'est-à-dire les très grandes fortunes en France. Les très grandes fortunes sont financières, ne sont pas immobilières. Ce n'est pas le cumul d'appartements ou de villas qui fait la fortune. C'est évidemment la possession d'un certain nombre de capitaux. Et la deuxième chose, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire que sur les revenus de ces mêmes capitaux financiers, on va payer 30% forfaitaire, là où aujourd'hui, les mêmes payent 60% d'impôts et de prélèvements. Donc c'est une division quoi, par cadeau deux. riche, Michel Sapin. Ce terme vous avez raison de l'utiliser, nous l'avons utilisé par le passé, en particulier s'agissant du bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy. Mais juste que pour chacun ait bien en tête les choses. C'est de même nature que le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy? Vous me direz si c'est de même nature. Non, c'est vous qui me le direz. Non, mais je vais vous donner les chiffres, parce qu'ils ne sont jamais sortis. Est-ce qu'on se souvient de combien a pesé, en termes d'allègement de l'impôt, le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy? 1,2 milliard. Aujourd'hui, le nouveau bouclier fiscal, je ne sais pas à qui il faut l'imputer, le nouveau bouclier fiscal, c'est 3,5 milliards d'impôts sur la fortune de moins, plus 1,5 milliard d'impôts sur le revenu de moins. 5 milliards, 4 fois plus. Le bouclier fiscal d'aujourd'hui, il est 4 fois plus épais que le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie qui est de baisser l'impôt des plus aisés des Français, en l'accompagnant d'un certain nombre de mesures en faveur
de l'ensemble des ménages, mais qui sont, je le répète, compensés par d'autres augmentations. C'est le cœur du sujet. 5 milliards de baisse d'impôts, qui n'avaient pas été prévues, celles-là, je peux vous le dire, c'est pas moi qui les ai proposées ou qui les ai fait voter. Il faut bien trouver les économies de l'autre côté. Ouais. Et où trouve-t-on les économies ? Les APL. Mais les APL, c'est les très riches qui les touchent, les APL ? Non, me semble-t-il pas. Voilà comme ça que, le plus objectivement possible, on peut caractériser... Le plus objectivement possible, je ne suis pas sûr, mais en tout cas... si vous voulez contester les chiffres, point de vue, vous Michel pourrez le Sapin, faire objectivement. Ça ne profite pas à l'économie, ça ne profite pas à la relance de l'économie. Est-ce que ça peut débloquer c'est le grand raisonnement le marché de l'emploi que l'on connaît depuis très longtemps, et c'est pas le monde nouveau qui apporte ce raisonnement-là, qu'on appelle le raisonnement du ruissellement, c'est donnant plus d'argent aux plus riches que finalement, au bout du compte, ça va finir par retomber quelques gouttes sur les plus pauvres. C'est le raisonnement Reagan-Thatcher. Vous voyez qu'on est vraiment dans le monde ancien, hein. C'est du raisonnement de base là, dont on n'a pas vu les effets du point de vue économique, très franchement, dont on a vu les effets du point de vue des inégalités. C'est une politique qui creuse les inégalités. Les mesures qui sont comprises dans ce budget sont des mesures qui vont creuser les inégalités en France, là où nous les avions petitement, mais réellement réussi à les diminuer au cours de ces 5 dernières années. Je résume vos comparaisons, Michel Sapin, pour ce qui est du président Macron, Sarkozy, Reagan, Thatcher. Rien pas d'autres figures à ajouter. De ce point de vue-là, si je vous dis que ça me paraît être des mesures de droite, je ne vois pas en quoi l'histoire pourrait me contredire. Alors, vous savez ce que pourrait répondre le gouvernement, c'est vous essayez, par ce tir de barrage, de masquer vos propres insuffisances ou vos propres erreurs. S'il n'y avait pas eu dérapage de 4 à 5 milliards d'euros par rapport à la cible de 3% de déficit public, on n'aurait pas pris ces mesures. Et les insincérités pointées par la Cour des comptes dans son rapport de juin sur le budget que vous avez laissé. Le gouvernement y répond de lui-même, dans ce propre budget, dans son propre budget, d'ailleurs pour 2017 comme 2018. Est-ce que la croissance va être supérieure à celle que j'avais prévue ? La réponse est oui. Moi j'avais dit 1,5% et à l'époque, la Cour des comptes, la première, avait dit « Oh là là, c'est une prévision optimiste, peut-être aurait-elle pensé insincère. » On est à 1,7% de croissance, non pas à cause de la croissance du dernier semestre, mais grâce à la croissance du premier semestre, celle qui est la conséquence évidemment des décisions qui avaient été prises auparavant. Donc, toutes les critiques qui ont été faites avant l'été, y compris par la Cour des comptes, sont balayées par le constat aujourd'hui que la France, d'un certain point de vue, va mieux et que du point de vue budgétaire, ça a permis de boucler 2017 et ça permet en 2018 de financer une partie de ces mesures d'allègement fiscaux, mais seulement une partie. Parce qu'il y a aussi des diminutions de dépenses. On a parlé du logement et des APL, que bien sûr les plus modestes des locataires vont voir peser sur leur pouvoir d'achat. On pourrait parler des emplois aidés. Il aurait fallu continuer les emplois aidés au même niveau qu'aujourd'hui. Ce sera 200 000 l'an prochain, 320 000 cette année. Je le dis très objectivement, pas au même niveau que celui que nous connaissions l'année dernière, pour une raison simple, c'est que le chômage a globalement commencé à diminuer et que le chômage des jeunes en particulier a diminué. Oui, il aurait fallu continuer. Et ça, c'est au crédit du quinquennat Hollande. Il aurait fallu... Oui, enfin, il me semble, on peut dire au crédit des Français, au crédit des entreprises, parce que c'est les entreprises qui ont créé un nombre considérable d'emplois privés. Donc une baisse du chômage, c'est normal de l'accompagner d'une baisse des emplois aidés. Mais pas en 10 ans, qui sont les termes là aussi utilisés par toute la droite auparavant, c'est inefficace et coûteux. Inefficace et coûteux. Tous les jeunes qui sont passés par ce dispositif, qui aujourd'hui ont trouvé un boulot, ils se disent « moi j'ai été inefficace et j'ai été coûteux ». Non, je pense que c'était une politique utile. Que pense l'ancien ministre du Travail que vous êtes, Michel Sapin, des ordonnances Pénicaud ? Elles ont été bien, je ne sais pas s'il faut dire négociées, en tous les cas, elles ont été bien concertées. Et elles ont permis de faire en sorte que, du point de vue syndical, et avec les organisations syndicales, cela se passe dans une ambiance, et patronale d'ailleurs, dans une ambiance qui est une ambiance correcte. Pour le reste, je reprendrai les termes qui sont utilisés par la CFDT ou UFO. C'est déséquilibré. Certes, il y a plus de souplesse dans les entreprises, mais de la souplesse qui peut être utile, il faut toujours l'équilibrer par un certain nombre de sécurités supplémentaires pour les salariés. Et elles ne sont pas là. Et les capacités pour les organisations syndicales à discuter dans les entreprises, elles ne sont pas là. Donc c'est déséquilibré. Là où nous avions fait des réformes, parce que oui, depuis 30 ans, il y a eu des réformes, et je ne sais pas de quand date la plus grande réforme du marché du travail, mais il me semble bien que c'est les partenaires sociaux qui l'ont signé en janvier
2013 avec une loi de juin 2013 je croyais que vous qui avait alliez citer réformé profondément le marché du travail. la loi Sapin. Je croyais que vous alliez citer les lois Roux de 81, mais celle de Roux une autre aussi, histoire. même si elles appartenaient Ça à réformait une bonne période, part du code du travail. Elle correspondait à une période particulière où on renforçait les pouvoirs des salariés, mais il fallait aussi, le monde a changé, assouplir pour les entreprises. Mais le faire dans l'équilibre, aujourd'hui, c'est déséquilibré. Un tout petit mot de politique partisane pour finir, Michel Sapin, avec votre parcours, votre compagnonnage auprès de Jospin, puis de François Hollande. L'avenir de la gauche, vous le voyez comment et avec qui ? Il y a une gauche aujourd'hui qui vocifère, il y a une gauche qui injurie, il y a une gauche que l'on voit partout. C'est celle de Jean-Luc Mélenchon. C'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Celle-là, c'est une impasse. Chacun voit bien qu'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de solution. Et donc c'est l'autre gauche, celle qui prend ses responsabilités, celle qui peut rencontrer des réussites et des échecs, parce qu'on est dans la démocratie, c'est celle-là qui doit renaître. Moi, je ne suis plus dans l'actif. Je ne cherche pas un poste, je ne cherche pas à être élu. Mais si je peux apporter mes arguments, mon analyse, pour aider cette nouvelle génération à reconstruire cette gauche, je le ferai. Merci Michel Sapin d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.